Merci beaucoup pour l'invitation, votre accueil. Moi, je suis Mathieu Graal, le joyeux animateur de l'équipe des nerds de la CNIL. Et ayant quand même beaucoup travaillé dans le domaine de la sécurité de l'information, je trouve effectivement qu'il y a un lien évident, mais comme on l'a déjà dit tout à l'heure, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, juste une différence de point de vue. J'ajouterais même qu'on peut très bien comparer également le monde de l'intelligence économique, notamment quand il parle de gestion de risque. Finalement, on traite de quoi? On traite d'informations qu'on veut protéger pour différents objectifs, effectivement. Mais les menaces sont parfois comparables. Les supports, les systèmes, ce sur quoi ça repose, et les gens sur lesquels ça repose sont les mêmes. Et beaucoup des mesures qu'on va mettre en face sont identiques. Sans trop évoquer l'ensemble de tout ce qui est lié au risque dans le RGPD, puisque finalement, moi j'ai tendance à penser que l'intégralité de ce document est basée sur les risques. Je vais directement zoomer sur l'animal PIA, ou Data Protection Impact Assessment, ou analyse d'impact sur la protection des données, ou tout ce que vous voulez, ou choucroute comme j'ai tendance à le dire. C'est pareil, le terme le plus communément répandu dans le monde, en tout cas, c'est PIA, c'est le choix qu'on a fait pour nos guides et nos outils. Où est-ce qu'on en est? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'on a bien avancé sur un paysage assez vaste sur les PIA. On a autant travaillé sur une norme internationale, on a publié des guides très récemment, à chaque fois en français et en anglais, des lignes directrices du G29 également, comme celle des DPO, mais aussi récemment ce qu'on appelle un PIAF, un PIA Framework, c'est ce qui aide ceux qui devraient faire un PIA dans le domaine des objets connectés, et une étude de cas sur un objet connecté. Enfin, on a refondu intégralement les ateliers pour les correspondants informatique et liberté et DPO, futur DPO. Et on continue à faire évoluer, je pense, pour une dernière phase, parce qu'on n'aura plus de budget après, un logiciel libre qui est destiné à ceux qui ne disposent pas d'outils. Pourquoi je dis ça et pourquoi j'insiste pas trop là-dessus? Parce que tous ceux qui sont habitués à la sécurité, notamment à la gestion des risques dans le domaine de la sécurité de l'information, il ne faut pas réinventer les choses, il ne faut pas se rajouter une couche. On a bien vu on hésitait entre le mariage et la fusion, entre le bon RSSI et le bon DPO. Après, ça dépend beaucoup d'une logique de moyens en interne. Mais finalement, il n'y a pas de meilleur outil qu'un outil qu'on maîtrise. Et si vous comprenez un minimum de choses sur le règlement, vous pouvez très bien employer vos outils habituels de sécurité de l'information pour juste ajouter quelques points qu'il faut compléter. Maintenant, la question qui m'a été posée très clairement pour cette intervention, c'est qui fait quoi? Alors en synthèse, je ne sais pas. Juste faire un rappel, il y a différentes phases. Je vais grouper deux phases, celle-ci et celle-là. Voilà. Doit-on mener un PIA? Donc là, c'est une série de critères qu'on a fait émerger du règlement et qui nous permettent théoriquement de répondre sur le fait qu'un traitement de données est susceptible d'engendrer des risques élevés. Donc, jusque-là, tout va bien, sauf que beaucoup se disent « Oh, mais c'est l'horreur, moi je vais systématiquement tomber dans ces critères, je les rappelle pas ici ». Oui, mais peut-être que votre activité vous mène à faire des choses qui craignent, et donc c'est susceptible d'engendrer des risques élevés. Et d'autre part, rassurons-nous, les cas pré-pensés, la philosophie même de mener un PIA, c'est d'étudier quelque chose qui engendre des risques élevés et qui n'a pas encore été étudié. Si ça a déjà été étudié, soit par vous, soit dans tout ce qui est formalité simplifiée de la CNIL à l'heure actuelle, ou d'autres PIA menés par d'autres, etc., il n'y a pas besoin. Donc il y a toute une série d'exceptions à prendre en considération également. Mais bon, donc première phase, on se demande si on doit en mener un ou pas. Deuxième phase, on doit le mener, puis j'y reviens juste après sur les rôles d'IPO et RSSI. Quelques petits points à prendre en compte qui sont un peu nouveaux pour vous remettre les choses en tête sur le règlement. Expressément, le conseil du DPO doit faire partie du PIA.
chose qu'on ne voit pas toujours dans les cycles de développement de projet pour le RSSI. Et puis évidemment, on doit prendre en compte différentes choses comme les codes de conduite, la certification, etc. Et en bonus, le cas échéant, si possible, l'avis des personnes concernées. Je ne débattrai pas de ce point, à moins qu'il y ait des questions forcenées dessus. Bon, on a fait son PIA, qui peut, je le rappelle, être très bien fait en même temps qu'une étude de risque sécurité dans l'intégration de la SSI dans les projets. Maintenant, il faut se demander si les risques résiduels sont réellement, effectivement, encore élevés après application des mesures. Donc là, ça veut dire que vous avez créé un nouveau service qui craint, vous n'avez pas su réduire les risques, et donc vous venez voir la CNIL. Vous allez être bien accueilli. Désolé, je fais de l'influence en même temps. Sinon, donc, il faut consulter une consultation préalable de la CNIL. Et puis, on a une petite logique d'amélioration continue, au moins de vérification de ce qui a été demandé, décidé dans le PIA qui doit être prévu. Je reviens juste sur trois points là pour mener le PIA. Il y a des choses qui ne sont pas du tout à penser en tant que risque. Il y a des principes non négociables, depuis la détermination d'une finalité, l'information des personnes, le consentement le cas échéant, ou permettre aux gens d'exercer leurs droits, c'est pas négociable. On ne choisit pas de les mettre en œuvre ou pas, on choisit comment, et on va étudier une certaine forme de proportionnalité de toutes ces mesures par rapport aux finalités de notre nouveau service. Par contre, là où on voit de la gestion de risque comme on la connaît, c'est réellement sur la sécurité des données. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, avec uniquement une vision sur l'impact potentiel sur les personnes concernées. C'est la même chose, mais on va peut-être rajouter une colonne dans les impacts. En plus des impacts financiers sur l'image juridique, attention, c'est pas la même chose. Oui, vous pourriez avoir des impacts liés à la CNIL, mais c'est pas ça dont on parle. Les impacts sur les gens. Qu'est-ce qui peut se passer si les données disparaissent, sont modifiées ou sont divulguées sur les personnes concernées? C'est ça la question qu'on va se poser. Tout ça, c'est le PIA. Alors, la démarche. On a quatre parties assez standards pour ceux qui sont habitués à des systèmes de management ou des approches risques. On va s'intéresser au contexte, décrire de quoi il s'agit bien précisément. Ensuite, la partie qui est moins courante dans le domaine de la sécurité, c'est une analyse des principes fondamentaux. Mais personnellement, je la rapprocherais très bien d'une déclaration d'applicabilité au sens ISO 27001 finalement. Il va falloir expliquer comment on met en œuvre chacun des points. Le pourquoi on ne le met pas en œuvre, là comme je vous ai dit, il va falloir sévèrement le justifier. Et puis si la CNIL vous tombe dessus, c'est pas gagné. L'approche risque que je vais développer juste après également, et une validation avec une préparation d'éléments pour la prise de décision. Je n'y passe pas plus de temps. Théoriquement, pour introduire le sujet, on se rend compte qu'il y a quand même une tendance à nature plus juridique sur la gauche et plus technique sur la droite. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ce ne sera pas aux mains d'une seule et même personne. C'est bien dommage, parce que pour moi, ce type d'approche est un support de communication rare qui permet de mettre beaucoup de gens autour de la table. Mais bon, parfois, on n'a pas les moyens. Et sinon, c'est peut-être avec un RSSI et un DPO quelque part. Où ça ? Bon, du logiciel, etc. L'étude du contexte, je ne rentre pas dans le détail, mais quand il s'agit de décrire un nouveau service concret, un nouveau système, qui sait le faire ? Ben voilà. Idéalement, c'est vraiment le métier. Quand on arrive et puis qu'on va voir l'ami DPO, et qu'on lui dit, bon bah tiens, tu vas nous faire le PIA, mais c'est quoi le sujet ? C'est quoi votre traitement ? Bah oui, c'est le métier qui sait le décrire mieux que quiconque. Maintenant, il aura peut-être même ses petites mains, mais généralement, ce ne sera pas le DPO qui va faire déjà théoriquement, enfin ça dépend des tailles de structure et de la complexité, il n'aura pas le temps du tout. Et donc idéalement, purement idéalement, je pense que c'est le métier. Par contre, le DPO pourrait vérifier qu'il y a bien toutes les informations essentielles à la suite de l'étude, un peu comme un garant méthodologique. Dire ce qu'il est prévu comme finalité
du nouveau service, du nouveau traitement de données. Expliquer comment on va informer les personnes, comment on va leur permettre d'accéder à leurs données, de les rectifier, etc. Qui fait? Qui sait faire? Celui qui fait l'analyse de risque? Alors, je dirais qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit en fait on a des pratiques en commun au sein d'une même structure et donc un catalogue de bonnes pratiques et finalement on va essayer de les mettre en œuvre un peu partout de manière homogène et finalement qui fait? C'est le catalogue qui fait tout seul, mais ça se fait assez facilement. Maintenant, le conseil du DPO là-dessus, ça va être quoi? Ça va être, je sais pas, il marche comment ton système déjà? Je vais essayer de voir, mais dis-moi comment toi tu vois la chose. Pour moi, c'est encore une fois le métier qui sait décrire, une fois qu'on lui a expliqué qu'il faut qu'il mette ça en œuvre, c'est lui qui va imaginer comment faire. Par exemple, on va créer un service qui a en frontal un site web. On va peut-être prévoir, by design, revenons-y, un formulaire qui va permettre aux gens qui se sont connectés d'accéder directement à toutes leurs données. Une page qui résume toutes les données qu'on a sur eux. Finalement, ça se pense, mais c'est une pensée métier. Le DPO, il sera de bons conseils pour expliquer ce qu'est ce droit. Maintenant, parfois, il n'y a pas le choix. Les risques. Alors les risques, là, on est vraiment sur un terrain très très SSI. Si ce n'est le point de vue impact sur les personnes concernées. Oui, derrière, ce ne sont que des mesures. D'ailleurs, ce n'est pas du tout risque. Mais quand il s'agit d'imaginer ce qui pourrait se passer si les données disparaissaient, étaient modifiées ou étaient vues par des personnes qui ne sont pas censées les voir. Quand on est censé se demander comment ça peut arriver tout ça et déterminer des mesures pour réduire les risques à un niveau acceptable. Qui sait faire? Alors, il y a beaucoup de DPO, les populations de DPO sont complètement bigarrées et je me passerais bien de faire des stéréotypes. Mais le juriste, quand il voit ça, il fait au secours, c'est le premier réflexe. Maintenant, est-ce au RSSI de le faire? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui? Ouais. Mais là, j'aurais encore tendance à dire que ça dépend peut-être de l'organisation et du rôle du RSSI finalement dans la structure. Et tout ça pour finir par dire, c'est la même chose pour le DPO. Parfois, il va être très acteur dans ses analyses de risque. Parfois, il va juste vérifier les choses, par exemple, ou poser des grands principes. Ça dépend de la taille de la structure, de la complexité et de votre organisation en interne, de ce qui fonctionne le mieux. Il est assez crucial de réussir à trouver comment au mieux rendre explicites les risques et savoir les présenter et savoir les rendre comparables, que ce soit entre sécurité et protection de la vie privée, ou bien justement pour d'autres visions risques. Toute la difficulté va être de réussir à croiser des échelles, qu'elles soient en impact purement financier, notamment dans une logique pur risque, et le reste. Maintenant, je dirais que ça dépend. Là, le DPO, il va peut-être avoir un regard méthodologique, mais j'aurais tendance à dire qu'en tout cas, c'est sans doute le RSSI qui va vérifier ça. C'est peut-être pas lui qui va faire, c'est lui qui va vérifier. Donc c'est peut-être sans doute le métier ou pourquoi pas des juristes qui vont faire l'analyse juridique préalable juste avant, mais c'est le DPO qui va plus vérifier. Et là, c'est sans doute plus le métier ou la partie SSI qui va faire, et le RSSI en tout cas qui va vérifier. Ça, c'est un petit résumé de tout ce qu'on prend en considération, mais finalement, il n'y a pas de changement avec tout ce qu'on connaît déjà. Les manières de présenter les risques, ça revient aux questions que j'ai posées précédemment. Et au final, on retrouve effectivement des choses communes
en SSI, en protection de la vie privée ou autre, qu'on peut très bien fusionner au sein d'une même approche et avoir une vision un petit peu plus globale. Et si on a réussi à faire ça sans faire 2 fois la même chose, c'est d'autant plus simplifié et d'autant plus harmonisé, homogène. Donc au final, qui prend la décision d'accepter ou non le résultat d'une telle étude? Ah là, il n'y a pas le choix. Il y a toujours parfois un certain débat sur, mais au fait, qui est le responsable de traitement dans les grosses structures dans lesquelles c'est pas si simple que ça. Mais oui, c'est celui qui détermine les finalités et les moyens. Bien sûr, oui, mais alors là, on ne sait plus dans notre cas. Donc il y a ce fameux débat. Maintenant, quoi qu'il arrive, c'est le responsable de traitement. Le DPO n'a encore une fois rien à faire. Il fait rien, le DPO de A à Z. Hein. Il fait rien. Il donne son avis exactement. Il doit le donner, c'est imposé. Et par contre, le décideur peut s'asseoir dessus. Mais il l'écrit. Ça, c'est important. J'arrête pas d'essayer de changer de slide avec mon téléphone, et définitivement, ça ne marche pas. En conclusion, on sent bien qu'il y a un besoin de synergie, que pour mener une telle étude, c'est même pas une possibilité que de le faire ensemble. C'est un besoin, théoriquement. Maintenant, je vais prendre beaucoup de recul. J'ai encadré une thèse pro à l'ISEP, et puis dans un environnement professionnel, mise en œuvre de tout ça dans les processus internes, définition des responsabilités, qui fait quoi dans le PIA, ça n'avait rien à voir. Ma conclusion est donc, ça dépend. Ça dépend clairement de votre organisation. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre l'esprit de chaque étape. Et dans l'idéal de l'idéal, quel que soit le qui fait quoi, il faut que ce soit un instrument, une méthode de dialogue, une méthode de communication entre les parties prenantes. Ça vaut d'autant plus que le résultat même obtenu. Tout le monde a réussi à s'accorder, à dialoguer. C'est un prétexte de plus pour forcer au dialogue, finalement. J'ai même tenu les temps, les délais. Parfait. Merci beaucoup.